Les actes commis vendredi soir à Paris, ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Le 13 novembre 2015, des terroristes de l'État islamique ont tué 130 personnes dans Paris. 90 sont mortes dans le seul théâtre du Bataclan. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs. La France est en guerre. La guerre avait démarré 10 mois plus tôt. À 400 mètres du Bataclan, dans la rédaction du magazine satirique Charlie Hebdo. On a mangé le prophète Mohammed. On a mangé le prophète Mohammed. On a mangé le prophète Mohammed. C'est l'histoire de la chasse à l'homme de 3 jours pour retrouver les tueurs de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Donc il était très important pour nous de les localiser et de les interpeller le plus rapidement possible pour éviter qu'ils aillent justement commettre d'autres tueries, d'autres massacres. Depuis la publication des caricatures du prophète 9 ans plus tôt, le journal Charlie Hebdo demeurait discret. Pour les visiteurs, il n'y avait pas de nom sur la porte d'entrée. De l'autre côté du couloir se trouve l'agence de presse, Première Ligne. On était voisins de bureau, quoi. On se voyait assez souvent, on se croisait assez souvent. C'est comme ça qu'on a aussi été témoins de ce qui s'est passé le 7 janvier. Ce matin-là, les journalistes de Charlie Hebdo sont réunis pour la conférence de rédaction. C'était la première réunion du mois de janvier après les vacances de Noël. C'est le directeur, Charb, et puis autour s'assiedent les dessinateurs, les journalistes, les commentateurs, les chroniqueurs qui sont là. On était assez nombreux et c'était une bonne ambiance, une belle journée. Je crois qu'il y avait du soleil ce jour-là. À 11h20, 2 hommes armés se garent devant l'immeuble dans une petite voiture noire. Le premier bruit, c'est une grande détonation à l'extérieur. On saura plus tard que c'était la balle qui a tué le monsieur de Sodexo. On va à la fenêtre, on regarde en bas et effectivement, je vois deux personnes en bas, tout en noir, avec leur grande arme. Au début, j'y crois pas et un peu bêtement, bah oui, forcément, je dis que... Mais non, ça, c'est des mecs du GIGN, enfin... Devant la porte principale, les tireurs abattent Frédéric Boisseau, le responsable de la maintenance. Ils ne connaissent pas l'immeuble et se rendent au 3e étage, l'étage au-dessus de Charlie Hebdo, où une factrice livre un paquet à une société de production. La factrice était juste à côté de la porte. Moi, je me retourne, je me trouve nez à nez à 2 Kalachnikov braqués sur moi. En bougeant son arme, il crie « Assis, assis !» L'autre qui est sur palier l'appelle, lui a fait une signe, il est sorti en toute vitesse. Mais après, quand la factrice nous dit il cherchait Charlie Hebdo, ça c'est comme un coup de foudre, quoi. Ils sont là pour tuer. Alors que les tueurs se perdent dans les couloirs à la recherche de Charlie Hebdo, l'équipe de Première Ligne barricade la porte d'entrée. J'ai une collègue qui a appelé la police, donc qui est restée très longtemps parce que la police ne décrochait pas, mais parce que je pense plusieurs personnes les ont appelés à ce moment-là. Regardé par le trou le Judas, on a vu la porte de Charlie Hebdo, mais bon, il ne se passait encore rien et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Malheureusement, on n'avait pas de numéro pour les contacter eux.
On n'avait pas de système pour les alerter, à part celui de se mettre en danger et de mettre en danger toute la rédaction derrière. Et donc on a décidé de faire monter tout le monde pour se protéger si jamais il y avait des balles qui traversaient le mur. C'est tellement un peu la panique, ça se lit dans tous les visages, tout le monde a peur. Dans la rédaction de Charlie Hebdo, l'équipe n'a rien entendu. C'était la fin de la réunion, puisque petit à petit, on était en train de se lever, enfin, on était en train de discuter un peu les uns avec les autres. Là, c'était le brouhaha de la faim qui avait pris le dessus. La dessinatrice Corinne Ray, dit Coco, se prépare à aller chercher sa fille à la crèche. Coco est venue à la fin de la réunion, puis elle m'a proposé d'aller fumer une cigarette. Eux, ils arrivaient du 3e étage. Ils sont venus à nous dans les escaliers. Et j'ai vu les armes. J'ai poussé un cri de peur parce que c'est impressionnant de voir des hommes comme ça. Mais j'ai cru tout au début, j'ai cru que c'était la police, en fait. Mais quand je les ai vus attraper Coco violemment, je me suis dit non, pourquoi la police attraperait Coco comme ça? Ils disaient viens, monte. Et puis moi j'ai voulu y aller avec eux. Et c'est là que l'autre m'a dit toi tu bouges pas, tu restes là. Les tireurs forcent Corinne à les emmener jusqu'à Charlie Hebdo et à composer le code de la porte. Mais j'aurais été à sa place. Je pense que qui que ce soit aurait été à sa place, il aurait fait exactement la même chose qu'elle. L'un d'eux tire sur le webmaster, puis part à la recherche des journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo. Tout d'un coup, la porte de la salle s'ouvre avec un grand fracas, visiblement un coup de pied donné dans la porte. Par instinct de survie, je me baisse tout d'un coup, puis je me glisse derrière un petit mur et je me cache là. Alors que les terroristes ouvrent le feu, l'équipe de première ligne s'échappe par le toit, directement au-dessus de la salle de réunion de Charlie Hebdo. Au moment où je commence à filmer, on entend les tirs dans Charlie Hebdo, les tirs sourds. Ils sont en train de tirer en bas, là. Putain, ils sont en train de tirer sur Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des tirs d'exécution, en fait. C'est espacé, toum, toum, toum. Ils tirent sur Charlie Hebdo, ils tirent sur Charlie Hebdo, putain. On sait que chaque balle est pour quelqu'un, quoi. Et ça, c'est dur. Ils crient à la Akbar. C'était des coups de feu un peu étouffés, un peu... Je sais plus exactement. J'ai plus un souvenir très net et très précis de ça. C'est dans ma mémoire un peu enfoui comme ça. J'arrive pas à refaire tout le film. Les tireurs ont passé moins de 2 minutes dans Charlie Hebdo. Ils ont tiré 36 balles. Maintenant, ils redescendent vers la rue. Cache-toi, va là-bas. Alors que l'équipe de première ligne s'échappe sur les toits, 3 policiers arrivent en VTT. Ils ne savent pas qu'une attaque terroriste est en cours. On voit une brigade de police et on leur crie dessus, on leur dit à gauche, l'entrée est à gauche, à gauche. À gauche, à gauche! Chut. À gauche! Là, là, là! Ils sortent, là, ils sortent. Chut, ils sont là. Les deux. Baissez-vous. Baissez-vous. On a mangé le prophète Mohamed! On a mangé le prophète Mohamed! On a mangé le prophète Mohamed! Bougez pas. Ils rentrent dans la voiture et là, ils remontent l'allée de chez nous. Ils prennent la voiture, ils s'en vont. Et c'est là où ils rencontrent la voiture de police.
Bouge pas, c'est pas où ils sont, d'accord. Ils sont partout. Sur le boulevard Richard Lenoir, le policier Ahmed Merabet vient de tirer sur la voiture des terroristes. L'attaque a duré 15 minutes. Les terroristes ont assassiné 12 personnes, dont 10 dans Charlie Hebdo. Je ne sais pas s'il faut se relever, pas se relever. Je suis terrorisé, moi j'arrive plus à bouger. Et je vois les formes de tous mes amis qui sont par terre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qui est mort, qui est vivant, qui est blessé. C'est totalement silencieux. Même les blessés qui souffrent énormément, même eux sont complètement silencieux tellement ils sont terrorisés, parce que si le type revient, s'ils font un seul bruit, peut-être que le tueur va revenir. Parmi les premiers à arriver sur les lieux, un médecin urgentiste qui était tout proche. Avant même de voir les corps, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Une odeur qui correspond au mélange de l'odeur de poudre et de l'odeur du sang, cette odeur ferrique du sang. Et tout de suite après cette impression, c'est celle des corps qui sont amassés, et puis quelqu'un au fond de la pièce, là où est le cœur de la rédaction, qui me dit d'une voix, là encore, presque douce, « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi ». Ouais, c'est pour tirer mon bilan sur suite, là, Charlie Hebdo. C'est 5 blessés, urgence absolue. Ouais. Et 10 décédés. Et 2 décédés 10. 10 décédés 10 décédés, ouais. Waouh, 10, 1 et 0. 2 fois 5. 1-0. Donc 5 urgences absolues. Il faut qu'il y ait des moyens médicaux et le plus vite possible. Attends, on attend les flics, les gars. Moi, imagine, ils ont foutu un explosif, on est dans la merde. Moi, j'ai peur qu'il y ait un mec qui soit avec une bombe, quoi. C'est juste ça qui me fout les jetons. Allô? Pardon? Chut. Est-ce qu'il y a des flics ou pas? Et là? Les flics sont là? Les policiers sont sous le choc après le meurtre de leurs collègues. Ils ne savent pas qu'il y a eu un massacre dans Charlie Hebdo, à 1 rue de là. Personne ne savait. Même une fois après que tout soit terminé, que les individus soient partis, on fait appel au secours. Et on ne sait toujours pas que Charlie Hebdo est au 10 rue Nicolas Appert. Souvent, je pense, pourquoi t'as pas téléphoné à Charlie directement au lieu d'appeler les flics? Pourquoi t'es pas sorti quand t'as vu les mecs dehors pour aller voir Charlie? Qu'est-ce qui se passe? On descend ou pas, là? Je me dis que s'il arrivait quelque chose comme ça encore, je l'attendrais pas. Je serais beaucoup plus prompt à agir. Et parfois, j'ai même le souhait que je puisse sauver quelqu'un, en fait. Je rêve que parfois je puisse sauver quelqu'un. Parce que j'ai sauvé personne. Attendez, laissez passer les deux. Allez, les secondes, les gars. C'est sûr qu'il n'y a pas d'engin explosif, hein? Je vous ai le bras, Mathieu. Il a juste ramené Arthur, viens. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'engin explosif? On rentre dans une petite salle et il y a des corps partout. Il y a tellement de corps partout qu'on ne voit même plus qui est qui. On voit juste du sang partout. D'ailleurs, je vois un homme qui est encore en vie dans la rédaction. Et je vois qu'il a plus de mâchoire. Le plus surprenant, c'était le silence. Quand on est rentré, c'était silencieux.
Il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de cris. Après ça, on voit tous les survivants de Charlie rentrer chez nous. On les met dans une salle de montage. Et pareil, ça, c'est des images qu'on peut pas oublier parce qu'on voit des adultes, on dirait des enfants. Ils sont en pleurs. C'est un grand chaos, en fait, un grand chaos. Il faut sortir les corps, les blessés, c'est tout ça en même temps. Alors moi, je regarde ça d'un peu loin, je suis complètement effondré. Cette scène de crime, elle est très très impressionnante. Parce que vous ressentez comme la violence de l'attaque dans un lieu fermé, confiné. Le sentiment que j'ai eu, moi, c'est que j'étais plus en face d'une scène de guerre que d'une scène de crime. D'autant que, tandis qu'on se penchait sur certains corps, des téléphones sonnaient dans les poches des gens qui étaient décédés et qu'il faisait peu de doute que c'était des gens de la famille, des amis, qui venaient aux nouvelles pour savoir si les gens de la rédaction étaient vivants ou morts. Qui a fait ça? Pourquoi? Comment on va les identifier? Où est-ce qu'on va les trouver? À 3 km de Charlie Hebdo, les tireurs décident de changer de voiture. Je vois une petite voiture noire qui me coupe complètement le passage. Je vois descendre un monsieur en armes qui me met la Kalachnikov sous le nez et qui me dit « Tu descends de ta voiture, on a besoin de ta voiture ». Et à ce moment-là, je me dis « Merde, un carjacking ». J'ouvre la portière arrière de mon véhicule et je dis « Je récupère mon chien ». Il n'a pas eu le temps de réagir, me dire ni oui ni non. En plus, il a calé au premier coup parce que comme ma voiture était vieille, l'embrayage ne devait plus être très très bon. Que ma Clio, elle avait 15 ans, elle n'était pas en très très bon état. Et puis bon, 150 000 km, ils ne font pas une affaire. La seule chose qu'il m'a dit quand il est reparti, il m'a dit, si les médias t'interrogent, tu n'auras qu'à dire que c'est Al-Qaïda Yémen. À ce moment-là, j'appelle la police. La police scientifique examine la voiture abandonnée et retrouve une carte d'identité au nom d'un jeune Français, Saïd Kouachi. Saïd Kouachi, les services spécialisés de renseignement le connaissent parce que c'est quelqu'un qui est proche avec la mouvance islamiste radicale. Il a un frère shérif qui est connu, lui, de la justice parce qu'il a été condamné précédemment dans une affaire de terrorisme de filière irakienne. Les tueurs de Charlie Hebdo étaient français, nés à Paris. Shérif avait 32 ans, Saïd, 34. Le fait d'aller au domicile de Cherif Kouachi nous permet de comprendre que, en fait, c'est bien Saïd et Cherif qui ont quitté l'appartement de Cherif Kouachi ce matin-là. Donc pour nous, à ce moment-là, c'est une très grosse avancée de l'enquête, puisqu'on commence à comprendre que donc, ce sont bien les frères Kouachi que l'on va devoir chercher. Et on va arriver à les retracer jusqu'à une des portes de Paris où ils disparaissent. On sait qu'ils sont sortis de Paris. Il faut les attraper, et vite, parce qu'ils peuvent repasser à l'action.
Alors que les corps des journalistes et des dessinateurs de Charlie Hebdo sont évacués, les Parisiens se rassemblent dans les rues. Tuer des journalistes et tuer encore plus des dessinateurs, c'était ça qui était absolument incroyable. Et donc c'est ça, évidemment, qui a fait que tout le monde s'est levé. C'était pas seulement Charlie, c'était la liberté d'écrire, de dessiner, la liberté d'expression. C'était d'essayer de tuer le dessin, de tuer des gens qui ont comme seule arme le crayon et le stylo. C'était ça qui était complètement hallucinant. Alors que les foules se recueillent, un autre jeune Français prépare une attaque contre Paris, cette fois au nom d'un groupe terroriste différent. Vous attaquez la Khilafa, vous attaquez l'État islamique. Vous ne pouvez pas attaquer et ne rien avoir en retour. Non. On ne va pas laisser faire ça. On va se battre. Juste après 8 heures, le tireur de l'État islamique frappe à Montrouge, dans la banlieue sud de Paris. Je sens y a quelqu'un derrière moi. Et ça s'est passé tellement vite. Il a fait un pas en arrière et il a sorti la Kalachnikov de son blouson et il a tiré. La balle a atteint Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, non armée. J'avais perdu mes souvenirs, c'est-à-dire que jusqu'à il y a un mois, ma dernière image, c'était en fait le corps de Clarissa par terre. J'ai sauté sur lui, arraché sa cagoule, j'ai tenté de le frapper à plusieurs reprises. Et lui, il est fort physiquement et il pousse avec son épaule, il veut absolument retourner la calache vers moi, donc là, t'es dans un autre monde. Hein. Mais il m'a dit, tu veux jouer, tu vas crever. Il a lâché une main de la calache et il a ramené sa main dans la poche de son blouson. Et puis, dans un geste de désespoir, si tu veux, j'ai attrapé sa manche avant qu'il sorte le truc de sa poche. Et c'est là, en tenant sa manche, que je me suis rendu compte qu'il a sorti un 9 mm. Il m'a d'abord tapé sur la tête avec le flingue. Donc là, je suis tombé, j'ai relevé la tête pour le regarder, je me suis retrouvé comme ça, en fait, et lui, il me braquait. Et là, j'ai pas entendu le clic. Il a tiré, mais ça n'a pas fonctionné. Il a mis son petit sac à dos comme ça, et il est parti en courant dans la rue. Clarissa Jean-Philippe ne reprendra pas connaissance. Son meurtrier disparaît dans les rues. Pourquoi quelqu'un qui est si lourdement armé va abattre une policière municipale, un peu par hasard, comme ça, dans la rue? Donc ça colle pas tout à fait avec le truc, quoi. Il se trouve qu'il y a une synagogue et une école juive à proximité. Donc on se dit qu'il a peut-être, il avait cette intention d'aller à la synagogue et que pour une raison ou pour une autre, peut-être qu'il s'est senti repéré par les policiers municipaux et qu'il a assassiné Clarissa Jean-Philippe. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui agit de sa propre initiative, par imitation, par désir d'apporter un soutien? Ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est lié aux auteurs de chez Charlie? C'est ça la vraie question. On sait que c'est un individu noir, qui fait 1m65, qui est corpulence athlétique, mais en tout cas, ça ne correspond pas au frère Kouachi. Alors que les enquêteurs débutent la traque de l'assassin de Clarissa, les frères Kouachi refont surface à 85 km de Paris. Eine Freundin von mir aus Dithmarschen, die hat mir dann noch eine SMS geschickt und hat gesagt, pass auf, wenn du an Paris vorbeifährst, nicht, dass du den beiden noch begegnest. Und da habe ich zurückgeschrieben, das wäre doch ein Witz, wenn ich den beiden begegne, das wäre doch wie ein Lottogewinn denn, so ungefähr. Ja, und am nächsten Tag begegne ich den beiden. Es war niemand in der Tankstelle, nur der Kassierer.
habe dann bezahlt, habe mich umgedreht und hatte plötzlich einen Gewehrlauf an der Schläfe. Ich habe natürlich auch damit gerechnet, dass sie jederzeit schießen. Auf uns, auf den Kassierer und auf mich. Habe mich da hingesetzt, habe den Kopf gesenkt auf meine Hände und dann habe ich so ein bisschen durchgeschielt, was jetzt passiert. Saïd porte un lance-roquette, mais les deux frères sont juste venus chercher de la nourriture. Ich habe dann gesehen, dass die sich aus den Regalen Essen, Trinken, alles rausgezogen haben. Dabei ist viel vorbeigegangen. Haben sich das in die Tasche gestopft. Sind sie rückwärts aus der Tankstelle gegangen. On a l'exploitation de la vidéosurveillance de la station-service et on reconnaît les frères Kouachi tout de suite. Les frères Kouachi disparaissent aussi vite qu'ils sont réapparus. 22 heures se sont écoulées depuis le massacre de Charlie Hebdo. Donc on a ces 3 terroristes en liberté. Et là, c'est évidemment extrêmement angoissant. J'engage toutes les capacités, toutes les sections que j'ai de disponibles, et je les engage sur le terrain pour mener une chasse à l'homme. Contrôler les axes principaux, contrôler des maisons isolées, des fermes à l'abandon, tous les endroits potentiellement où ils peuvent se cacher. Donc il était très important pour nous de les localiser et de les interpeller le plus rapidement possible pour éviter qu'ils aillent justement commettre d'autres tueries, d'autres massacres. Donc on continue le contrôle de zone jusqu'aux alentours de 20h. À 20h, on a à peu près la certitude que dans les écarts, les maisons forestières, dans les maisons inoccupées, on n'a pas de traces des frères Kouachi. Alors que des centaines de gendarmes bloquent les routes au nord de Paris, les enquêteurs qui recherchent le tueur de Clarissa font une découverte déterminante. Dans la soirée, vers 20h ou 20h30, on arrive à extraire un ADN de la cagoule que l'individu a laissé sur place au moment où il a pris la fuite. Et à 23h30, on apprend que l'ADN a matché donc sur la personne d'Amédi Koulibaly. Amédi Koulibaly qui connaissait l'un des frères Kouachi. Ils se sont connus en détention à Fleury, où ils étaient incarcérés tous les deux. Dès le jeudi soir, il y a des opérations qui sont menées sur les 3 domiciles de Koulibaly. Donc là, on constate qu'il n'y est plus, qu'il a disparu. Et donc, on devine qu'il y a un appartement qui nous manque, sur lequel, pour l'instant, on est totalement aveugle. On le saura après. Cette personne a loué ce qu'on pourrait appeler un appartement conspiratif pour 1 semaine à Gentilly, après avoir exfiltré sa compagne, puisqu'on sait qu'il est allé l'accompagner à Madrid et elle est partie en Syrie. Malgré tout le travail fait, on ne retrouvera pas Amédi Koulibaly. Les tueurs de Charlie Hebdo passent la nuit dans une forêt à 35 km d'où ils ont été localisés la dernière fois. Juste avant la levée du jour, ils arrêtent une automobiliste et lui volent sa voiture. Elle prévient la police. Très vite, on comprend que c'est eux et qui partent en direction du sud, donc en direction de Paris. Immédiatement, j'engage ma section qui est en hélicoptère pour aller survoler la zone. Il y a les barrages de gendarmes qui sont en place. De barrage en barrage, ça fait un phénomène un peu d'entonnoir sur Dammartin. Les Kouachi s'arrêtent devant une imprimerie dans la petite ville de Dammartin-en-Goële. Le patron est en train de prendre un café avec son employé, Lilian. J'ai entendu la porte claquer. Et j'ai entendu que ça montait dans le couloir et je lui ai dit tout de suite cache-toi et coupe ton portable. J'ai été au-devant d'eux pour laisser du temps à Lilian de se cacher, persuadé que de toute façon c'était pour moi terminé. En fait, il y avait le grand et le petit. Ils m'ont dit appelez la gendarmerie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé donc la gendarmerie le 17. On nous dit le gérant de la société CDD se trouve
en présence des frères Kouachi. C'est moi qui ai regardé par la fenêtre et j'ai vu arriver les gendarmes qui sont donc stationnés devant ma boîte aux lettres. J'ai vu descendre un homme et une femme. Sur la baie vitrée de la société, j'ai vu 3 silhouettes, dont une qui avait la crosse d'une Kalachnikov qui dépassait de son épaule. Il trépignait, quoi. Il dit c'est bon, on y va, ça y est, ça commence. Mon collègue, lui, il est sur l'angle du mur en mettant son arme en direction de la porte d'entrée. J'ai entendu Allah Akbar et les rafales. Mon collègue m'a dit que quand il a tiré, il a vu l'un des 2 frères Kouachi tomber au sol et qu'il avait une blessure au niveau du cou. Il l'a vu rentrer à 4 pattes dans le bâtiment, en fait. Donc on décide de mettre les gens au sol en urgence et on va organiser un dispositif parce qu'on me dit immédiatement, il vient d'avoir un échange de coups de feu avec une patrouille de gendarmerie qui les a localisés sur l'imprimerie. J'ai entendu que ça se relevait et que ça marchait d'un pas lourd dans l'escalier. Un pas lourd, vraiment lourd. Boum, boum. Il y avait un trou qui était quand même conséquent, il y avait du sang. Et il a dit à son frère, je vais mourir. Et son frère lui a dit non, pas tout de suite. Pas tout de suite, on n'a pas fini. C'est la première fois, depuis le 7 janvier, qu'on avait une localisation en temps réel des 2 frères Kouachi. En face de nous, on sait qu'on a 2 personnes qui ont commis une tuerie, qui ont de l'armement, qui ont des Kalachnikov, qui ont un lance-roquette. Moi, je sais qu'ils repartiront pas de Dammartin. Et tout de suite, j'ai dit, mais je peux vous soigner, je suis secouriste. J'ai mis le scotch et j'ai dit au plus petit, je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux partir maintenant ? Est-ce que je peux partir ? Et le pansement est tombé et le plus grand a dit, non, il reste là. Je monte sur le toit en face de l'imprimerie, qui se situe à environ 200 mètres, avec mon fusil qui est en calibre 3,38. Ça reste correct. On va dire, c'est une distance à laquelle on a l'habitude de travailler. 0,200 mètres, c'est notre créneau, c'est tir police. J'ai refait le pansement, j'ai reposé la question, j'ai dit, je peux m'en aller maintenant ? Le gars, il s'est relevé, il a dit, c'est trop serré. Il m'a montré du geste, c'est trop serré. C'est vrai que j'avais serré fort pour que ça tienne, parce qu'en fait, je voulais que ça tienne cette fois-ci. Et il m'a dit, non, il faut refaire le pansement encore une fois. Il faudra une demi-heure pour terminer le pansement. Et j'ai redemandé, je lui ai dit, et maintenant je peux partir ? Et quand il m'a dit oui, vous pouvez y aller, donc je me suis retourné et j'ai commencé à marcher. Mais avant de partir, j'ai entendu fermer la porte. Monsieur Catalano est libéré, ça doit être 9h45, 9h50. Avec beaucoup de courage, il va nous expliquer toute la situation, nous dire qu'effectivement, le jeune Lilian est à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'autres personnes. Tant que Lilian n'était pas sorti, c'était un calvaire. On n'en remettrait jamais si jamais le bâtiment explose ou il s'en sort pas. Parce que j'aurais eu l'impression effectivement de l'avoir abandonné. L'otage, il est toujours caché. Il serait caché. Il est caché sous un évier. Les négociateurs de la police tentent de contacter les Kouachi, mais des journalistes les ont devancés. J'ai été envoyé, moi, shérif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. D'accord. Et là, vous êtes que tous les deux, toi et ton frère? Là, ça, c'est pas ton problème. Et il y a des gens qui sont derrière vous quand même ou pas? Ça, ce n'est pas ton problème. D'accord. De son côté, Amédi Koulibaly s'attribue un peu du crédit des attaques dans sa vidéo de revendication qui sera postée plus tard sur Internet. On fait Charlie Hebdo, alhamdoulilah. Moi, je suis sorti un petit peu aussi contre la police. Et donc voilà, on a fait les choses un petit peu ensemble, un petit peu séparés. C'était plus pour que ça ait plus d'impact, quoi. Juste après 13h, Koulibaly arrive devant une épicerie cachère, peu de temps avant la fermeture programmée pour Shabbat. Les caméras de vidéosurveillance
le filme devant l'entrée principale, avec un gros sac de sport. Yohan, il a rangé le caddie, mais en se retournant pour sortir quoi, de là où on range les caddies, il est tombé nez à nez avec le terroriste en fait. C'est comme ça qu'il lui a tiré. Quand il a tiré sur Yohan, c'est le premier boom. C'est juste qu'il avait une main sur sa joue droite et qu'il hurlait. Je comprenais pas ce qui se passait, mais par réflexe, je me suis cachée sous ma caisse. Alors que Koulibaly entre dans le magasin, il y a 28 personnes. Un grand nombre réussit à se cacher au sous-sol. On arrive en bas, les premiers, presque. On voit quand même qu'on est piégé dans ce sous-sol parce qu'il n'y a pas de sortie de secours. Il n'y a pas d'issue. Donc je vois des chaussures noires militaires qui viennent vers moi. « Ah, t'es pas encore mort, toi ?» Et il a retiré. Je ne sais pas comment il a réussi à me rater, en fait, parce que j'étais vraiment en face de lui, mais comme peut-être j'étais accroupie et lui, il était debout. Je sais pas, en tout cas, la balle, elle était à 1 cm de moi. J'ai voulu lui demander s'il voulait l'argent. « T'as vraiment rien compris ?» Et il a dit « Je suis venu Je suis là pour moi. Et pour venger le nom de Allah et de son prophète Mahomet. » C'est hyper caché? Ouais, c'est le mec de Montrouge, ils disent. Non, dans hyper caché là. À quelques mètres de l'épicerie, un témoin filme l'arrivée des premiers policiers. Dans la boutique juste là. C'est comme s'il venait de voir que la porte était encore ouverte. Il m'a dit « Mais ferme-moi tout de suite cette porte. » J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Que je vois quelqu'un qui rentre. En fait, j'étais tellement choquée que j'arrivais même pas à parler. Il continuait à avancer vers moi et moi, j'arrêtais pas de me dire « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» J'ai commencé à lui crier, à lui dire « Non mais monsieur, sortez tout de suite, vous pouvez pas rentrer, sortez !» Lui, il m'a dit « J'ai juste besoin de quelque chose, quoi, du pain quoi, pour Shabbat et je vous promets, je repars tout de suite. » Il a vu le corps de monsieur Bram, il a levé la tête. Là, il a vu le terroriste qui était en face de lui. Et là, il a compris, donc vite il s'est tourné pour ressortir du magasin. C'était comme s'il avait eu une décharge électrique, quoi. Il a tremblé pendant 10 secondes, et après, il est mort. Il m'a dit « Ferme la porte !» Et je prenais du temps j'étais choquée. Il m'a dit « Tout de suite !» C'était je suis en train de nous enfermer nous-mêmes, quoi, de nous tuer, quoi. Une fois le rideau de fer abaissé, Koulibaly regroupe les otages. Il m'a montré avec de son arme, quoi. Il m'a dit « Toi, descends. » En fait, il avait vu que les gens ils étaient descendus par la porte qui descend à la réserve. Et il m'a dit « Toi, va les chercher. » Une femme descend quelques instants après pour nous dire qu'il fallait monter parce qu'il était très énervé et que là, si on montait pas, il allait tous nous descendre. Par peur, il y a une partie du groupe qui décide de monter. Et puis on reste en bas, on est encore dans l'attente. Parce que j'ai pris des décisions que nous tous, on ne peut pas rester sans rien faire. J'ai dit, bon, il faut qu'on sorte d'ici. J'ai appuyé mon cerveau, il est descendu, je me suis cassé un peu. En fait, on a entendu comme un bruit. En fait, c'était l'ascenseur qui montait. Et l'ascenseur, il a fait un bruit, et là, il a entendu, il a dit, c'est quoi ce bruit? Pour des secours, c'est juste en face des bonnes services. Après, moi, je suis sorti en courant. C'est un black. Yoav Attab fait partie du groupe qui remonte du sous-sol. Alors qu'il découvre les corps des 3 premières victimes de Koulibaly, il décide d'agir. Koulibaly, il avait tout en double, il avait 2 KH, il était 2 G par balle.
Dès que le petit il a vu que l'arme était posée contre le mur, il a pris l'arme et il a voulu le tuer. Yoav appuie sur la gâchette, mais l'arme s'enraye. Koulibaly tire à 2 reprises. Il a reçu une balle, le sang partout par terre. Là, j'ai vu Yoav dans une mare de sang, mais ça veut dire beaucoup de sang. Et il est mort sur le coup. Il s'est énervé, il a dit « Moi, je suis là, je ne veux pas vous tuer. » Mais il a voulu. Vous avez vu? Il ne s'est même pas servir d'une arme, il a voulu me tuer. Il m'a dit « Regardez si je veux vous tuer. » Il a sorti un sac noir, un sac de sport. Il avait une 20aine de bâtons de dynamite. Il nous a montré. Bon, là, on est face à un mur de voitures, parce que le périphérique est coupé. Il faut mettre pied à terre, on ne laisse que les chauffeurs au véhicule, on s'équipe en lourd, et on part en courant de façon à aller sur place, quoi. On est allé sur place en 12-13 minutes. Les unités de police d'élite évacuent la zone et commencent à planifier leur assaut. Donc on a utilisé des camionnettes qui étaient présentes pour former un L sécurisé. Et avec du papier que nous avons scotché sur les parois des véhicules, nous avons commencé à faire les plans du super cachère. Vous n'avez pas avec vous un salarié ou un client habitué des locaux, ça a été fait. Pour donner des réponses Après les congèles. Ils ont mis les ils ont mis les films, on peut pas voir. La SANA nous a été très utile dans la mesure où c'était la personne qui connaissait le mieux les dispositions du mobilier, les portes, les différents accès. À l'intérieur du magasin, Koulibaly découvre comment l'Assana a réussi à fuir par la porte de secours. Et il m'a dit « Remets-la-moi la barre de fer ». Après, il m'a dit « Cette palette de farine, là, tu peux me la mettre devant la porte ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr, avec son arme derrière mon dos. Hein. » Enfin, dès le départ, on sait que il a tué, quoi. C'est pas quelqu'un qui dit, qui menace de tuer si on intervient. Là, il commence par tuer, donc il pose le décor, hein, en quelque sorte. Le premier coup de fil, il prend un peu de temps parce que moi, le seul numéro que j'ai à ce moment-là, c'est le numéro du magasin hyper caché. Ce numéro est occupé, sonne occupé, parce que je pense qu'il a déjà reçu des coups de fil de journalistes. Est-ce que vous êtes en lien avec les deux frères qui ont fait l'opération à Charlie Hebdo? Oui, on s'est synchronisé pour faire les opérations. Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux? Non. Vous êtes synchronisé de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez? Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers. Après avoir parlé à la presse, Koulibaly se prépare à un long siège. Et après, c'était comme la deuxième partie, quoi. Il commence à nous parler. Vous pouvez manger, vous pouvez boire. Tout ni boire ni manger, quoi. On a juste envie de vomir. Et c'est là qu'il nous a dit qu'il était en prison pour terrorisme pendant 4 ans. Et qu'il était sorti il y a quelques mois. Bon, il a mangé. Une fois qu'il a mangé, il avait 2 boîtes de cartouches différentes. Il y avait des grosses cartouches et des petites cartouches. Et il chargeait les chargeurs un maximum. Il faisait tomber les balles par terre, la moitié qui tombait par terre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va s'en sortir de cette histoire? Oh, t'inquiète pas, Johan, mon frère, t'inquiète pas. Johan, mon frère, je te dis, mon frère, j'ai envie de t'avoir avec moi. Moi, j'ai envie de te tirer dans mes bras, mon frère. Tu sais même pas comment. Alors que le siège s'éternise, plusieurs otages réussissent à appeler des proches. Vas-y. Un otage en relation avec un otage là-bas. L'otage qui vit dans la chambre froide. Ils sont 6 plus un bébé d'1 mois dans la chambre froide. Reste en communication avec moi. Dès que tu as d'autres informations, tu dois me les donner. Moi, j'ai parlé à 3 otages, c'est assez curieux. D'ailleurs, je me rappelle une dame qui me dit, pour décrire les explosifs, ça ressemble à des bâtons de dynamite comme dans les dessins animés, des longs, cylindriques. Le sac à 25 cm, comme ça. On voit peut-être celui qui a les explos. Il est posé à côté du 17.
Une vingtaine de bâtons d'explosifs civils suffisent à souffler complètement le magasin et à provoquer un blast, c'est-à-dire un effet de souffle de 30-40 mètres. 2h30 après le début du siège, Coulibaly parle enfin avec le négociateur de la police. Il n'est pas du tout dans la panique, hein. Il a un ton très très calme, ce qui ne nous rassure pas. Il n'est pas dans l'excitation, très froid. Il me dit qu'il a tué 4 personnes. Moi, je lui demande si on peut évacuer éventuellement des blessés. Il me dit qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a que des morts. Donc nous, notre première conclusion, c'est ça, il n'y aura pas de reddition. Je le dis aux autorités supérieures, je le dis à ma hiérarchie, je dis clairement que je souhaite l'autorisation d'un assaut le plus rapide possible. Je voudrais qu'on fasse l'effort, que vous fassiez l'effort avec nos garçons d'ouvrir cette porte, cette putain de porte arrière et de sortir un maximum de gens. Et après, Monsieur le passage, qu'il y avait des explosions. il faut que la sauce soit humaine. 16h20, il leur a dit le premier qui bouge. Ah, je le flingue. Il a 2 caloches. On me dit que Coulibaly tuera les otages si nous déclenchons la neutralisation des Kouachi. À l'imprimerie, à 40 km de là, le GIGN attend. Qu'est-ce qu'on fait s'ils sortent? Est-ce qu'on prend le risque de les laisser aller dans la nature ou est-ce qu'on les neutralise? Évidemment, s'ils sortent de l'imprimerie, il faut les neutraliser. Et évidemment, alors, il faudra déclencher un assaut à l'épicerie cachère. L'objectif, c'est de neutraliser. Si on exploser, sans exploser nos personnes. Si ça ne passe pas par la neutralisation, alors on est sur évidemment la structure. Et si on peut les ramener blessés, adeptes, c'est 7 heures après le début du siège, les tireurs d'élite détectent des mouvements à l'intérieur de l'imprimerie. À ce moment-là, vraiment, on retient notre respiration. On sent qu'on a atteint un point où il va y avoir quelque chose. Alors que la nuit commence à tomber, les frères Kouachi décident que le temps est venu de sortir. On tente de neutraliser l'individu, quoi. Et en plus, avec ce calibre-là, ça tape quand même assez fort, quoi. Ça tape fort. « 90 secondes après leur sortie, les tueurs de Charlie Hebdo gisent sur le parking de l'imprimerie. On souffle la fenêtre pour pouvoir rentrer, pour aller libérer le jeune Lilian à l'intérieur. Lilian n'est pas blessé. Il est resté caché sous un évier pendant 8 heures. Là, on a pleuré, on est tombés l'un dans l'autre, les bras l'un de l'autre, parce que, évidemment, c'était très intense, et c'est là où il m'a dit à l'oreille, vous m'avez sauvé la vie, quoi. Et donc, à ce moment-là, l'autorisation d'intervenir sur l'hypercachère tombe immédiatement. Il était urgent d'intervenir, car Coulibaly avait bien explicité que si les frères Kouachi étaient abattus, il abattrait l'ensemble des otages. Donc il n'était plus l'heure de se poser des questions, c'était le go. J'ai pris la décision, qui n'est pas naturelle, hein, d'aller dans la colonne. J'avais quand même peur que ça saute, quoi. Et je ne me voyais pas, mon adjoint non plus d'ailleurs, hein, on ne se voyait pas de l'autre côté du rond-point, voir effacer la colonne et pas y être, quoi. Je pense que quelque part, il y avait une volonté d'assumer jusqu'au bout, quoi. Alpha, bravo Charlie les gars, mettez-vous. Autant le preneur d'otages cherche l'affrontement avec le raid, autant le raid cherche l'affrontement avec le preneur d'otages. On vient pour ça, on vient pour aller chercher ce gars-là. Le plan prévoit que la première équipe d'assaut
pénètre dans le magasin en faisant exploser la porte de secours. Une seconde équipe doit prendre la porte principale en ouvrant le rideau de fer avec une clé. Ce qui va forcer finalement le preneur d'otage à faire un choix, rester à l'arrière pour bloquer le groupe Alpha qui est en train d'essayer de progresser par l'arrière, ou bien faire face aux nouveaux arrivants frontaux. La mission, elle est claire. On doit neutraliser un terroriste, on doit libérer des otages. J'entendais qu'ils essayaient de rentrer, mais ils pouvaient pas. On peut pas rentrer. La police dit on peut pas rentrer. Il y a des choses devant, il y a une palette de farine, il y a les tire-balles, il y a les Rolls. On dit on peut pas rentrer par là, c'est pas possible. J'entendais la police parler. C'était le moment où il y a eu un silence horrible, quoi. C'est-à-dire il y avait plus les coups de rien du tout. Et en fait, il avait une arme pointée sur nous. Et l'autre main, elle était avec son téléphone à l'oreille et il parlait en fait à la police. Là, il me demande, mais c'est la première fois qu'il panique. Là, je lui dis, écoute, non, tu voulais combattre et mourir comme un soldat. Eh bien, à l'extérieur, t'es attendu. C'est la phrase qu'il leur a dit. Si vous continuez d'essayer de rentrer, je les bute tous. Et le temps que le rideau il a mis pour s'ouvrir tout ce temps, ouais, c'est-à-dire il aurait eu le temps de nous tuer, mais plein de fois. Je comprenais pas comment on était encore en vie, j'arrivais pas à comprendre. Ouais, il y a là. Quand je suis sorti, j'avais l'impression de venir à la vie, de naître. Vous n'avez rien, d'accord. Ok. Ils avaient rien fait, quoi. Ils étaient en train juste de faire leurs courses. Depuis quand on tue des gens parce qu'ils font leurs courses? Johan et Yoav, ils étaient tellement jeunes. Johan, il avait 20 ans. Yoav, il avait 22 ans, il avait mon âge. Ils avaient encore toute leur vie devant eux. Quand il les a tués comme si c'était des objets. Alors que c'était des personnes avec une vie.
Koulibaly, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un crédit à la consommation, avec bien sûr l'idée de ne jamais le rembourser. Et les 20 ou 25 000 euros qu'il a pu obtenir ont tout simplement servi à acheter les armes et l'appareil militaire dont il avait besoin. Ça, conjugué au fait que les services de renseignement suivent près de 2000 personnes, moi je vois aucune raison objective qui m'incite à l'optimisme. Hein. Donc je pense qu'on est dans un cycle qui risque de durer et qui fera que la menace terroriste restera extrêmement forte relativement longtemps. 2 heures avant sa mort, la voix d'Hamidi Koulibaly a été enregistrée alors qu'il parlait à un otage. Moi, je suis né en France. S'ils n'auraient pas été attaqués ailleurs, je n'aurais pas fait ça. Eux, ils attaquent. Et moi, je vous le dis à vous. Je ne suis pas comme ça au courant de ce qui se passe. Comme moi, pour venir, il y aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. C'est vrai que les terroristes sont capables de risquer leur vie pour leurs idées. Mais il y a nombre de Français, médecins militaires, médecins du SAMU, pompiers de Paris, gendarmes, policiers, des citoyens qui sont eux aussi capables de risquer leur vie pour leurs idées.